Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques et que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve comme tous les mardis à 19h pour une interview Eureka. Aujourd'hui on va parler d'empathie. Est-ce que l'empathie est un super pouvoir? On va parler aussi d'hypersensibilité. On va être accompagné de Sophie Claire qui va nous raconter son parcours, quels ont été les moments clés et puis savoir qu'est-ce qu'elle fait maintenant, quels sont ses projets pour le futur et quelles sont un petit peu ses inspirations et puis surtout comment elle pense et comment elle voit voilà, les différentes émotions, la sensibilité, découvrir un petit peu son univers. Je vous propose de découvrir et d'accueillir tout de suite Sophie. Alors, bonjour Sophie. Salut Jérémy, je suis super contente d'être là. Merci beaucoup pour cette interview. Il y a de la tempête chez moi, donc je crois que le réseau est un petit peu affecté. Donc on va parler encore plus lentement que d'habitude. Oui, ok, on va faire attention. Toi, tu es confiné aussi, tu es où là? Alors là, présentement, je suis dans mes bureaux et dans les bureaux que je partage avec mon mari, qui a une entreprise d'informatique. Et sinon, oui, on est confiné à Aix-en-Provence, mais c'est pas vraiment un confinement. Les enfants sont gardés par la nounou. Heureusement, on a pu avoir des nounous cette fois, et du coup, on va travailler au bureau. Ok, donc ça va un petit peu plus libre, puisque du coup, tu as pu avoir plus de disponibilité pour aller au bureau. Du coup, là, tes bureaux, c'est à Messiance, c'est ça? Ouais, exactement. Alors, ma boîte, c'est Amescience, celle de mon mari, c'est Adixware, et on est sur le même étage. Ok, alors peut-être on parlera un petit peu d'Amessience après, et puis pour commencer, peut-être nous expliquer un petit peu bah, quel est ton parcours et quels sont les différents moments clés qui t'ont amené jusqu'ici. Ouais. Alors, je vais essayer de faire rapide parce que je commence à avoir un peu d'années au compteur. Alors, si je décris tout, c'est un peu trop long. Et ici, on a tendance à partir, tu sais, faut nous cadrer. On a tendance à partir dans notre arborescence mentale. Alors, moi, déjà, bah, je suis sensible depuis toujours, puisqu'on est hypersensible, on le devient pas. J'ai été pas mal déracinée parce que j'ai déménagé 23 fois. J'ai vécu en tant qu'expatriée enfant, donc j'ai vécu au Pérou, dans la cordillère des Andes, à 4800 mètres d'altitude. J'ai vécu au Portugal, j'ai vécu au Canada quelque temps, aux États-Unis, voilà, dans différents endroits de France également. Et puis j'ai beaucoup exploré parce que bah, je crois que je suis une exploratrice. Ça fait aussi souvent partie de la panoplie des hypersensibles d'avoir une hyper curiosité. Donc même quand j'étais plus expatriée avec mes parents, j'ai continué à explorer le monde. Et finalement, bah, ça m'a amené à développer une qui était déjà là, puisqu'elle faisait partie de ma panoplie d'hypersensibilité, mais le fait d'être plongée dans différentes cultures, le fait de voir, en fait, j'ai souvent plongé en plein milieu d'année dans une nouvelle classe, puisqu'on déménageait à peu près tous les 18 mois, eh bien, j'ai dû essayer de comprendre les codes, les cultures qui étaient parfois opposées en fait d'une région du monde à l'autre, pour pouvoir m'adapter parce que j'avais un grand besoin de sociabilité. J'avais vraiment cette envie de connecter avec les autres depuis toujours. Mais je me rendais compte qu'il y avait quand même un petit décalage entre comment j'étais moi et comment certains étaient. J'étais très touchée par les choses. N'importe quel conflit pouvait me terrasser pendant des mois. J'avais tendance à ruminer les choses et bon, je comprenais pas tout ça. Et moi aussi, je suis ingénieure de formation. Après, j'ai fait école d'ingé. Et tu m'entends bien, ça va avec le réseau? Ouais, ça coupe un petit peu de temps en temps, mais si on va doucement, c'est bon. École d'ingé, du coup. Voilà, j'ai fait une école d'ingénieur. Et là, j'ai fait ça pour faire plaisir à mes parents, vraiment, et parce que j'étais forte en maths. Mais en réalité, dès l'école, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui clochait. Je me sentais pas du tout à ma place. Et quand j'ai commencé en tant qu'ingénieur, très rapidement, j'ai commencé à me sentir pas très bien, à sentir que quelque chose n'était pas nourri en moi. Il n'y avait pas assez de relationnel dans mon métier. J'étais derrière un ordinateur toute la journée.
Je travaillais pour Total. Je remplissais la base de données de tous les sites mondiaux de Total et de leur débit radio, enfin leur débit intranet entre les différents sites, etc. Et vraiment, je m'éteignais en fait. Et j'étais aussi une sportive de haut niveau, donc je ne faisais plus rien de sportif. Relationnellement, ça s'appauvrissait. Puis comme j'avais ce niveau d'exigence qu'ont les hypersensibles, je travaillais jusqu'à 22 heures le soir et je me déséquilibrais complètement. Et du coup, bah, c'est là que ça a explosé, j'ai envie de dire. Je me suis rendu compte qu'il y avait un gros souci. Et du coup, j'ai commencé à aller de médecin en médecin. Et il y en a un qui m'a envoyé vers un coach d'avant-garde, parce que c'était il y a 20 ans, ça n'existait pas les coachs, il y avait que des psys. Alors je suis allée voir un ou deux psys et ça m'a empiré ma situation. Donc Ok. bon, je le disais beaucoup avant, je le dis moins maintenant parce que la psychologie a énormément évolué, c'est beaucoup modernisé. Mais les psys d'il y a 20 ans, les psychiatres et les psychanalystes, vraiment pouvaient empirer des situations, j'en suis la preuve malheureusement. Mais ce médecin généraliste m'a envoyé vers un coach d'avant-garde qui était un vieillard presque, il avait quasiment 15 ans, mais il vécu extrêmement riche et diversifié. Il avait vécu dans plein de pays, il avait appris plein de choses et il m'a fait comprendre cette hypersensibilité et à quel point si un hypersensible ne développe pas ses potentiels, parce qu'un hypersensible, c'est un haut potentiel sur différents domaines, ça peut être l'intellect, mais ça peut être l'émotionnel, ce qui était mon cas, et bien si tu ne le développes pas, tu vas avoir des phénomènes psychosomatiques, tu vas te sentir mal, tu peux avoir des crises d'anxiété, il y avait tout un tas de symptômes qui découlaient de ça. Et grâce à ça, j'ai pu reprendre un métier qui m'allait beaucoup mieux dans la communication, comme au début, puis arriver jusqu'à créer mon cabinet de coaching où aujourd'hui, ça fait 11 ans que je suis coach et que j'accompagne des coachs sur Paris, Marseille, Bordeaux et San Francisco. Et voilà, je suis partie à San Francisco me former au coaching intégral. Si tu veux bien, parce que je sens que le réseau est moyen, je peux Oui. essayer de passer au réseau mobile. Allez, on peut. Ouais, J'essaye. ok, ça peut être pas mal. D'accord, alors. Ouais, on va voir si ça fait son effet. Ouais, on va voir. Bah écoute, en tout cas, ce que tu nous as dit jusqu'ici, ça ressemble aussi un peu à mon histoire d'ingénieur de l'école où je suis allé parce que j'ai réussi à y aller et puis au final, je voulais me réorienter et donc du coup, je me suis orienté vers une école de commerce et en master et après j'ai travaillé dans la publicité et ensuite je me suis mis dans l'entrepreneuriat depuis plus de 10 ans maintenant. Est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu m'entends, Oui, je t'entends, Jérémy? je t'entends. Est-ce que tu m'entends toi? Alors moi, je suis toujours là et je te vois, mais je pense que c'est un peu moins bien là du coup. Bonsoir vous sauvage, c'est cool de passer, merci de faire un petit follow. Aujourd'hui on est avec Sophie, là il y a des petits problèmes de connexion parce qu'elle me disait que c'était la tempête chez elle, mais on parle d'hypersensibilité et de comment elle a monté, ouais c'est cool, on nous entend, ouais, comment elle a monté son cabinet de coaching du coup sur les hypersensibles et comment elle essaie de Es-tu là, développer. Jérémy? Oui, est-ce que Jérémy, es-tu là? oui, je suis là, je t'entends, mais je te vois pas encore. Ah, ça a déconnecté. Du coup, la tempête fait rage, a priori. Je vois que tu es reconnecté, Sophie. Compliqué la tempête là. Alors, ils annonçaient pas mal de froid là. Bah là, ouais, effectivement, on nous voit pas. Et elle va pas tarder à essayer de se reconnecter, je pense. T'as un écran noir, toi, ou sauvage? Parce que moi, je suis sur Twitch et tout va bien. J'ai un retour direct pour les interviews. Mais c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on me dit ça. Tu m'entends? Je suis revenue. Oui, tu es revenu, ça y est. Et Ah, je suis désolée, ça a coupé du coup en passant. Mais il y a beaucoup de vent là aussi. Moi, je suis à Et puis le Marseille. troisième réseau, qui est le réseau d'à côté.
Ben, on va Ah, dire. mais on est à côté. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Je viens de On m'installer. est ingénieur, on est à côté. Ah, bah, je savais Tout à fait. Bon, du coup, ça m'a l'air d'être mieux quand même. Est-ce que de ton côté, ça va mieux? pas. Ça va, ça coupe un peu moins. Ok. Bon, très bien. Donc, on était en train du coup, de parler que tu avais découvert comment bah, déployer cette hypersensibilité et que au final, en fait, ce que tu disais aussi, c'est que si elle n'est pas déployée, elle va créer des problèmes et les gens vont bah, j'ai oublié le mot que tu avais dit, mais en gros, euh, que Bon, en fait, si comment? on peut somatiser, c'est-à-dire Ouais. une des possibilités, c'est d'avoir des symptômes physiques. Moi, c'était mon cas. J'étais coincée du cou, par exemple. Je me levais le matin, j'étais coincée. J'avais très mal. J'avais un peu des crises d'angoisse, d'anxiété, une insomnie le soir, un overthinking. J'arrêtais pas de penser, de ruminer, de penser, de ruminer. Ouais. Du coup, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent aussi de ça, d'avoir trop de pensées, de ne pas pouvoir s'arrêter de penser. Et donc, c'était aussi ton cas, et c'est ça qui t'a aussi permis, donc du coup, tu as trouvé ce coach qui t'a aidé à te former. Tu es parti à San Francisco, du coup, c'est quoi tu as donné un nom à cette technique de coaching aussi, c'est quoi exactement? Alors, le coaching auquel je suis formée, c'est le coaching intégral. Mhm. Euh, c'est un coaching avec une approche intégrative. Donc, c'est l'intégration de toutes les techniques de développement humain qui ont fonctionné. Mhm. Hein, c'est-à-dire que c'est basé pas que sur de la PNL, sur de l'analyse transactionnelle, mais ça prenait en compte aussi le coaching de performance, le management, le leadership. euh, et également, c'était infusé de toutes les techniques bouddhistes de présence, mindfulness, mais aussi d'arts martiaux. Donc, ils avaient vraiment intégrer tout un tas de pratiques qui leur semblaient pertinentes pour aider un être humain à se développer. Et moi, en tant que sportif de haut niveau, ça me parlait d'avoir aussi des techniques somatiques, des techniques émotionnelles, des techniques de performance, des techniques cognitives, voilà, d'avoir un panel de tout ce qui fonctionne. Moi, après, j'en ai fait ce que j'ai appelé l'approche globale, ou parfois j'appelle ça la vision aigle, AIGLE, pour approche intégrative globale long terme de l'être, euh, pour être véritablement dans une transformation qui s'inscrit dans la durée et qui va intégrer toutes nos parts. Donc, dans l'intégratif, il y a aussi intégrer toutes nos parts intellectuelles, émotionnelles, corporelles, intuitives. Et même, il y en a d'autres, donc nos parts relationnelles, par exemple, euh, nos parts spirituelles parfois. Voilà, on a différents aspects de nous et on se rend compte que ce qui va nous faire nous sentir mal, c'est de laisser de côté certaines parts et de ne pas développer certains potentiels, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais, et du coup, c'est intéressant, il y a une question dans le chat qui dit, est-ce que le fait d'être stressé nuit au corps à un point qu'il peut avoir des douleurs, peut-on dire fantômes, des douleurs, en tout cas, bah, comment tu réagis par rapport au stress, par rapport à l'hypersensibilité, est-ce que tu les sépares? Alors, merci pour cette question qui est assez centrale, en effet. Oui, l'hypersensible, s'il ne sait pas gérer sa vie, c'est pour ça que j'appelle le fait d'apprivoiser l'hypersensibilité, le fait de incarner une forme de leadership sur sa vie, sur soi-même. Ça ne veut pas dire être un manager ou quoi, ça veut dire développer, incarner une forme de puissance intérieure qui fait qu'on se sent dans le maître de notre existence, dans notre leadership. Et si on n'arrive pas à faire ça, l'inconvénient de l'hypersensibilité, bien sûr, c'est le trop-plein de stress, le trop-plein d'émotions qui va se transformer en stress. Et oui, ça va pas créer des douleurs fantômes, ça va créer des douleurs bien réelles. Ça peut même aller. Alors quand on est jeune, on a l'impression comme ça, il y a pas forcément d'indicateurs médicaux de ces douleurs, mais à long terme, je peux vous assurer, moi j'accompagne des gens plus âgés, on va avoir des inflammations, des maladies auto-immunes, il y a quelque chose de réel qui se passe dans le corps et attention
appréhender ces problématiques-là et qui vont parfois les balayer en disant c'est le stress et donc ça n'existe pas. Non, oui, ça existe réellement. Et alors, je suis pas une spécialiste des éléments hormonaux liés au stress, mais j'ai entendu il y a peu de temps qu'il y avait effectivement tout ce qui était dopamine, qui va être le stress positif. Et là, l'hypersensible, il peut véritablement s'en servir parce que ça l'excite, ça lui donne envie de produire, ça lui donne envie de construire des choses et ça le challenge. On aime beaucoup le challenge en fait en tant qu'hypersensible. Bizarrement, on aime l'intensité, mais il va y avoir donc la dopamine, ça peut être positif, hein, même dans le sport, on dit qu'on va stresser un muscle, c'est ce qui va lui permettre d'acquérir de la performance, mais il va y avoir le mauvais stress qui va s'accumuler en un peu chronicité, et quand on est dans cette chronicité, on est plus sur du cortisol, et là, ça peut être un poison pour le corps à long terme s'il n'y a pas des moments de récupération. On est des sprinteurs, nous les hypersensibles. On peut stresser nos muscles, mais il faut récupérer. On peut pas être un sprinter et le vivre comme un marathonien, ne pas s'arrêter. Là, c'est sûr qu'on va casser la machine. Ouais, donc ce que tu dis, c'est une sorte d'équilibre entre une hygiène du corps, une hygiène de l'esprit, comme on a l'habitude de le dire, mais déjà, toi, ce que tu as fait, c'est tu as identifié l'hypersensibilité. Donc du coup, tu l'as défini un peu comme, ouais, c'est ça, une sorte de beaucoup aimer l'intensité, mais aussi de savoir se reposer oui, pour reposer le corps en fait, puisque c'est lui qui va en fait en pâtir de ce surplus d'intensité en fait, de vouloir toujours en faire plus. Et du coup, la personne disait c'est une prise en charge de notre propre corps. On peut dire, est-ce qu'on peut dire on peut réapprendre à écouter notre corps? Comment est-ce qu'on peut mieux l'apprivoiser? Ouais, j'adore cette façon de le voir. Un enfant, il s'écoute, tu vois. Un enfant, il s'écoute. Euh, s'il a trop mal, il s'arrête. Si ça lui va pas, il fait pas. Si ça lui plaît pas, il gueule. Et, euh, et il n'a pas beaucoup d'éléments de langage, il n'a pas encore tout le système de raison qu'on obtient à 7 ans et qui va nous permettre de nous suradapter parfois, ce qui est très bien dans des circonstances graves, mais de se suradapter en permanence va casser notre machine comme on vient de le voir. Donc oui, réapprendre à revenir tout simplement aux signaux du corps et à une indication qu'on a exactement comme dans une voiture. Tu as un voyant vert, tu as un voyant orange, tu as un voyant rouge. Et on a appris souvent, nous les hypersensibles, quand on a aussi une hyper-empathie, à s'adapter tellement aux autres pour leur faire plaisir, pour ne pas déranger, pour ne pas les gêner, pour ne pas les décevoir, à ne pas écouter ces signaux internes-là au profit du bien-être des autres. Et c'est là que ça va poser des problèmes à long terme. Alors attends 2 secondes. Je sais pas pourquoi la personne qui nous pose des questions. Du coup, Sauvage, moi je suis sur le site et je suis sur Twitch et il y a vraiment aucun problème d'image. Du coup, je sais pas si tu dois refresh, mais du coup, il nous entend très bien, mais il nous voit pas. Alors moi, j'ai un retour, Sophie, et ça va. Du coup, je suis un peu désolé pour toi, mais je pense que juste on recharge la page. Et du coup, il aimerait savoir un point de vue personnel sur l'hypersensibilité. Est-ce que le mental est plus fort que le physique ou c'est plus l'inverse? Ah, ça y est, il me dit que l'image est revenue. Alors, qu'est-ce que t'en penses de ça? J'ai un peu ma petite idée aussi sur la question. Peut-être je donnerai un peu ma réponse là-dessus après. Est-ce que le mental est plus fort que le physique? Eh bien, en fait, l'hypersensible va développer un mental à toute épreuve, la plupart du temps. Et il va arriver de temps en temps à aller contre son corps, et c'est bien ça la problématique. Mais le corps nous rattrape toujours. Notre instrument sur Terre, c'est le corps. Et moi, je dis souvent, le problème, c'est qu'on a un mental très fort, nous, les hypersensibles. Hein. Souvent, l'hypersensibilité, c'est aussi un haut potentiel intellectuel. Donc, on va construire un mental d'acier avec cette pensée capable d'être en arborescence, de comprendre les choses dans leur globalité, etc. Mais on voudra être en toute puissance du mental, mais ça ne va pas marcher. À un moment donné, le corps nous rattrapera. Et le corps est plus puissant. Et finalement, ce qu'il faut faire, c'est cet outil puissant de l'intellect et du mental au service du corps et au service de l'émotionnel positif. Et pas créer un conflit intérieur. Quand on crée un conflit intérieur, on est 100% perdant.
Ouais, ça c'est clair. Alors du coup, moi, ce que j'aime bien dire, alors là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de concepts, mais c'est vrai que moi, je trouve que j'aime bien donner l'exemple que si on met une planche par terre, on va pouvoir marcher dessus. Et si on met cette planche entre deux immeubles et qu'on dit de la traverser avec 50 mètres de vide, et ben là, ça va pas être la même intensité de signal de votre corps qui vous dit qu'il a peur, et du coup, je pense que Sophie va se reconnecter tout de suite. Mais en fait, le mental va toujours gagner et ton instinct de survie va toujours essayer de te protéger. Donc, du coup, par exemple, quand tu as peur, la peur, c'est quand tu as peur de l'avion, ça y est, Sophie. Excuse-moi, Ben non, j'avais coupé. ouais, Est-ce que tu peux mais reposer du la coup, question? non, j'étais en train de, oui, d'expliquer aussi mon point de vue sur, bah, du coup, un peu sur ce mental qui est plus fort parfois que le rationnel, en fait. C'est pas le physique, mais c'est de se dire, parfois on a envie de se dire, c'est bon, je vais y arriver, et puis quand on arrive, on stresse. Parfois, on se dit, donc en fait, ce mental, c'est vrai que c'est toujours un dialogue entre ce que le corps a envie de faire et comment on va le faire. Et donc, du coup, je donne souvent cette image de, quand on met une planche par terre, une planche étroite, on peut marcher dessus. Et si on la met entre deux immeubles à 30 mètres de haut, et ben là, l'instinct de survie va avoir envie de protéger et on sait qu'il va gagner puisque clairement. Et donc, je sais que pour parler un petit peu de ça, pour essayer de pas trop lutter contre le rationnel, il y avait, par exemple, pour les gens qui ont peur de l'avion, il y avait une compagnie aérienne qui avait engagé une hôtesse qui ramenait un petit cochon. Et donc, c'était un petit cochon qui avait un petit manteau. Et du coup, les gens qui avaient peur de l'avion, elle leur donnait. Et du coup, ils le caressaient. Et du coup, ils n'avaient plus peur de l'avion. Et donc, vous pouvez dire aux gens non, t'as pas besoin d'avoir peur. L'avion, c'est beaucoup plus safe. Mais ça marche pas, en fait. Les gens ne sont pas dans le rationnel. Une peur, c'est irrationnel et c'est plus fort que vous. Et il faut trouver un autre outil pour contrecarrer parce que quelque chose de rationnel pour aller contre quelque chose d'irrationnel, ça a du mal à passer. Voilà, Ouais. j'espère qu'on a un petit peu répondu pour toi, mais du coup, vas-y, on va repartir un petit peu sur l'hypersensibilité. Juste si je peux juste rajouter un truc, Bien c'est sûr. que aujourd'hui, dans les neurosciences, on arrive à modéliser le cerveau. Alors c'est une modélisation, bien sûr, c'est pas aussi simplifié que ça, mais il y a le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le cerveau cognitif adaptatif. Et le cerveau cognitif, c'est vraiment celui qu'on appelle l'intellect, hein, c'est celui qui calcule, celui qui est aux commandes. Mais le reptilien, c'est celui qui est au corps. En fait, quand il va y avoir un instinct de survie en jeu, quand il va y avoir une situation qui va nous mettre en mode survie, c'est le reptilien pour les ondes qui déconnectent le cognitif. C'est ce qui fait que parfois on peut même avoir un blackout dans les situations de stress parce que il y a le reptilien qui reprend le dessus et donc c'est le corps. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Et du coup, j'étais en train de lire et effectivement, c'est ce que confirmait un petit peu et qui disait, bah, effectivement, en fait, on peut oublier et aller au-delà de la douleur, ce qui peut nous nuire au final, quoi. C'est ce que tu expliquais aussi et de ne pas s'écouter, en fait. Ah oui. Donc, en fait, qu'est-ce que ça dit après? On le voit aussi vis-à-vis de l'hypnose, qui par le biais du mental arrive à toucher les peurs et les aspects physiques, mais du coup, je me dis que le mental peut nous nuire à certains points, donc on peut voir avec l'hypersensibilité. En fait, l'hypersensibilité, elle permet de mieux se connaître et de se mettre plus de barrières ou moins de barrières. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, tout dépend comment on la gère et tout dépend dans quel environnement on évolue. Quand on est enfant, il y a des familles qui vont être soutenantes, qui vont nous permettre d'utiliser ce pouvoir et d'en faire un super pouvoir véritablement, puisque ça reste un haut potentiel, encore une fois, à développer. Donc, quand notre famille va, ou nos profs, ou voilà, notre environnement nous permet de déployer ça, de mieux nous connaître, de ne pas se mettre en surcharge intellectuelle, émotionnelle ou physique, de savoir mettre ses bonnes barrières, d'être un esprit. Tout ça, ça va faire qu'on va être capable de. Alors, je ne sais plus comment ça a été formulé la question. Tu peux me C'était de le se mettre des rappeler? barrières. Est-ce qu'on devait mettre plus de barrières ou moins de barrières quand on est hypersensible? Ben, là, quand on sait bien le gérer, ça veut dire qu'on sait déjà mettre ces barrières intérieures qui vont faire qu'on va pas se surmener, qu'on va bien se gérer. Donc là, il y a rien à faire, on peut laisser ouvert.
Après, si on est dans une famille qui ne permet pas de rendre mature ces potentiels-là, eh ben on se retrouve avec des intensités énormes qu'on ne sait pas gérer. Souvent, on met des barrières, ça donne, on est dans ce que j'appelle le bunker grenade ou la cocotte minute. Et donc, en fait, on va de savoir que se contrôler fort et exploser de temps en temps. Donc là, on est dans le mode qui ne permet pas à un hypersensible d'être complètement épanoui et de s'accomplir. Oui, et puis je pense aussi qu'il y a certaines barrières qui sont invisibles, qu'on se met tout seul. Et en fait, l'idée de l'hypersensible, c'est peut-être se dire, tiens, c'était de pas le savoir, c'était les barrières que j'avais avant, et maintenant de savoir que je suis hypersensible, c'est peut-être ça qui va me permettre de trouver les gens qui sont comme moi, de pouvoir en parler, de pouvoir le nommer. Est-ce que il y a plein de types d'hypersensibles? Est-ce que c'est ce que tu disais un petit peu? C'est pas tous égaux? On n'est pas tous égaux. Alors déjà, les hypersensibles, c'est 20 à 30% de la population. Et parmi ceux-là, moi, j'en identifie 400. J'identifie véritablement des sphères qui sont la partie hypersensibilité au potentiel intellectuel. Donc là, c'est les HPI, zèbres, ce qu'on appelle les hauts potentiels ou les surdoués. Il y a aussi, quand on est encore plus loin dans le spectre, possiblement les Asperger, certains autismes. Hein. Bon, c'est voilà, extrémité du HPI. Il y a les hypersensibles qui sont plutôt HPE, donc haut potentiel émotionnel. En général, ça va avec une hyper-empathie et un haut potentiel relationnel aussi. Ce sont des gens qui ont une grande tendance à fédérer, à avoir plusieurs amis, les gens les aiment bien, etc. Il y a les hauts potentiels intuitifs. Donc dans ceux-là, on va retrouver tous ceux qui ressentent des choses, qui voient des choses, les médiums, les trucs comme ça. Et il y a le haut potentiel sensoriel. Donc eux, on trouve l'hyperacoustie, donc ceux qui ont du mal à supporter les bruits parce que tout est amplifié pour eux, ceux qui ont du mal à supporter la lumière, ceux qui ont... moi, j'ai un odorat, par exemple, c'est terrible. L'odeur me réveiller. Ça m'est déjà arrivé qu'une odeur me réveille, en fait. C'est insupportable. Ça réveille mon système nerveux, ne le supporte pas. Donc voilà, moi j'ai une hypersensorialité et une hyper... donc ça, c'est le corps, hein, c'est ce que je viens de dire. Ouais. Et hyper... potentiel émotionnel. Après, sur le HPI, j'ai jamais fait les tests parce que pour le coup, il y a des tests qui existent. Sur ça, je sais pas. Voilà. Ok, non, mais très bien. Déjà, ça permet d'identifier chaque type et puis de pouvoir ouais, les classer un petit peu. Du coup, il y avait une autre question qui disait est-ce que le fait d'être dans un environnement avec d'autres personnes hypersensibles peut être bénéfique parce que il y a un partage d'énergie? Est-ce que ça permet de promouvoir des personnes différentes, les aider à se dépasser? Oui, clairement, c'est important. Alors peut-être pas tout le temps, parce que c'est bien aussi les complémentarités. Hein. Moi, par exemple, je pense que c'est bien que mon mari ne soit pas hypersensible. Comme ça, bah, dans certaines situations, c'est lui qui s'y colle et pas moi. Mais là, bah, on le voit sur Clubhouse, hein, nos réseaux sociaux, où on a des conférences interactives audio. Véritablement, il se passe quelque chose quand on est rassemblés. Il y a une forme de magie qui s'opère. On se comprend. On peut baisser les armes. On peut arrêter de faire des efforts pour être compris ou faire des efforts pour être adapté dans un monde qui est normosensible, voire hyposensible. Quand on est entre hypersensibles, il y a vraiment quelque chose de fluide qui simplifie tout. Donc oui, bien sûr. Bah, c'est super intéressant parce qu'il dit qu'il connaît beaucoup de personnes hypersensibles, donc voilà, ça l'intéresse de savoir. Et ok, très bien. Alors du coup, c'est quoi les outils de l'hypersensible? Dans quoi il est très fort? Tu m'as dit, bon, parfois, il est très empathique, parfois. Donc, il y a un côté très intellectuel, je comprends bien les choses, et puis il y a un côté très empathique. Je me mets à travers les gens. Qu'est-ce que tu appelles l'empathie, toi? Est-ce que on peut en parler un petit peu plus de ce sujet-là? Oui, alors comme je le disais tout à l'heure, ça peut faire partie de nos hypersensibles, mais pas tous. L'hyperempathie, c'est souvent, mais c'est pas tout le temps. Et notamment,
les HPI qui vont vers voilà le très haut niveau potentiel intellectuel vont parfois ne pas avoir cette hyper empathie et quelque part un chemin de progrès pour eux pour être plus épanouis, plus accomplis, c'est d'aller développer cette empathie-là, de se mettre à la place des autres parce que souvent ils ont du mal à être compris et à être suivis alors qu'ils ont beaucoup à apporter, tu vois. Mhm. Alors une partie d'entre nous est vraiment hyper empathique. Et ça, pour moi, oui, c'est un super pouvoir parce que même si il faut savoir mettre ses bonnes barrières pour le coup là, de se protéger, de s'arrêter quand on a sprinté, etc. Ça, on a du mal à le faire. Mais l'aspect positif de ça, c'est que par exemple, dans certains métiers d'accompagnement, le coaching, évidemment, l'empathie est un super pouvoir. Dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'expérience utilisateur. C'est un truc qui vient plutôt des États-Unis. Hein. Moi, j'ai habité en Californie. Mais aujourd'hui, on se rend pas compte de la puissance de ça quand on est entrepreneur, d'aller créer des produits et des services pour lesquels l'expérience utilisateur est formidable. C'est ça que les gens attendent. Et en fait, l'empathique, il va être super fort, même donc soit dans l'entrepreneuriat, soit même dans des métiers d'ergonomie. Hein. Il y a des métiers où on essaye de voir quelle est la meilleure ergonomie de l'utilisation d'un produit ou les UX, etc. Comment l'utilisateur va pouvoir se sentir dans une expérience la plus intéressante possible, dans une aventure euh, sensorielle et émotionnelle la meilleure, bah ça, l'empathie permet de comprendre ça et de se mettre à la place de l'utilisateur. Donc pour un entrepreneur hyper sensible, hyper empathique, il va avoir véritablement un super pouvoir dans sa capacité à designer un produit ou un service qui va plaire à ses utilisateurs. Après, il y a plein d'autres métiers, bien sûr. Alors, il y a tous les métiers d'aide, hein, l'assistante sociale, psy, etc. Mais il y a aussi le commerce, hein, pour aller comprendre des clients. Tous les métiers de commerce sont vraiment pour les hyper. Alors, pour l'hypersensible qui sait gérer son hypersensibilité et qui va pas se sentir terrassé par le jugement des autres, parce que c'est la partie, on a l'inconvénient qui est avec notre pouvoir. Quand on sait le gérer dans le commerce, c'est aussi un très grand plus. C'est ce qui fait que moi, je n'ai pas du tout un profil commercial. J'ai aidé dans le commerce et dans l'ingénierie d'affaires parce que j'avais cette hyper empathie. Je me mettais toujours à la place des clients. Je leur apportais toujours sur un plateau ce dont ils avaient besoin. Et le capital confiance que ça créait a fait que je vendais sans avoir besoin de vendre. Ouais, ok, bah c'est intéressant. Du coup, tu montres comment l'hypersensibilité et l'empathie t'a aussi servi dans plein de situations, en négociation, mais surtout le fait Ouais, d'anticiper et de comprendre ce que les gens veulent. exactement. Ouais, voilà, alors du coup, c'est ce qu'il explique. Alors, les personnes qui connaissent, et du coup, il explique que, bah, en fait, euh, il a l'impression que l'hypersensibilité pouvait être un super pouvoir, mais parfois, c'est compliqué et que quand il veut faire un câlin à quelqu'un, ça peut être perçu comme une menace, par exemple. Et, euh, et donc, et donc, du coup, euh, mais enfin voilà, est-ce que ça peut se développer? Est-ce que quelqu'un qui est plutôt dans sa bulle peut être plus empathique? Ou est-ce que quelqu'un qui est très empathique peut créer plus de barrières ou plus se protéger? Alors, l'état des études sur le sujet, en tout cas, à l'époque, je m'étais renseignée, ça fait quelques années déjà, on disait que l'intelligence logique, on pouvait en révéler son potentiel, mais on ne peut pas développer moins le potentiel que ce qu'il était à la naissance. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Alors que l'empathie, ça pouvait vraiment se développer. D'accord. L'empathie, c'est vraiment quelque chose qui peut se travailler comme un muscle. Et effectivement, il y en a qui en sont plus ou moins dotés à l'origine, qui ont un potentiel plus grand, mais on peut voilà élargir encore le potentiel. Pour ça, il faut une démarche volontaire d'aller se mettre dans les chaussures de l'autre. Donc, en général, moi, je travaille avec un outil qui s'appelle la matrice de puissance, qui est un peu comment on s'élève dans la vie et dans le monde. Et quand même, ce qu'on remarque, c'est que quand on n'a pas un haut potentiel empathique, il va falloir qu'on ait atteint certains niveaux préalables avant de vouloir prétendre à développer son empathie. On peut le faire en parallèle, mais il faut avoir quand même
une certaine compréhension déjà de soi pour pouvoir commencer à véritablement s'intéresser aux autres. Donc, il y a un peu de développement personnel à faire au profit du développement relationnel parce que l'empathie, ça fait partie de la panoplie de l'intelligence émotionnelle ou intelligence relationnelle. Hein. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez lire le livre de Daniel Goleman, Intelligence émotionnelle. Donc, cette intelligence émotionnelle et relationnelle, elle va arriver en ce temps. Et oui, ça se travaille. Aujourd'hui, il y a des études qui sont faites sur les enfants, il y a des alternatives, Montessori, Steiner, Freinet, qui réfléchissent à comment développer l'empathie de l'enfant. Mais on n'est pas tous égaux à l'origine. Ouais, mais ça, c'est, je pense, comme les maths ou comme d'autres choses, ça se travaille aussi. Et puis parfois, ça se débloque avec un bon prof qui a juste les bonnes, le bon déclic, en fait. C'est ça aussi, parfois, qui peut aider. Donc, du coup, je voulais revenir parce que tu as parlé de Clubhouse tout à l'heure, et puis c'est là aussi où je t'ai rencontré. Du coup, j'aimerais que. J'aime beaucoup ce média, juste parce que, voilà, avec la voix. Est-ce que c'est quoi un petit peu les rendez-vous que tu fais sur Clubhouse? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, bah, je me rends compte que moi, Clubhouse, ça a été ouais, une aventure assez extraordinaire. Et je pense aussi parce que c'est un média qui va assez bien aux hypersensibles et que du coup, on s'est retrouvés. Et moi, mon but, quand je suis arrivée sur Clubhouse, puisque ça faisait quelques années que j'accompagnais des hypersensibles, c'était de fédérer les hypersensibles du réseau. Et clairement, Clubhouse, c'est ce qu'il nous permet de faire, c'est de créer des clubs. Et donc, j'ai parlé, voilà, du fait que j'avais envie de fédérer ces hypersensibles. Et aujourd'hui, on est 3000 personnes dans le club. Donc, c'est génial. On des comptes interactifs ensemble sur différents sujets. Donc maintenant, il y a des gens qui sont autonomes, qui font des rooms dans le club sans moi. Sur thématiques que je ne fais pas, et c'est super. On ne de pas empiéter les uns sur les autres dans le timing, dans le planning, mais du coup, on peut balayer plein de sujets qui sont en lien avec les hypersensibles. Donc, moi, j'anime une room tous les mardis à 16h30, qui est comment faire de l'hypersensibilité une force. Aujourd'hui, par exemple, on est allé sur comment développer son leadership en tant qu'hypersensible et comme overthinking. On a d'autres sujets le mardi à 16h30 aussi qui sont se libérer des relations toxiques, sa gestion émotionnelle, gérer le trop-plein émotionnel et l'anxiété, comment faire en sorte de gérer nos tendances à la culpabilité. Voilà, il y a plein de sujets, mais ça, si ça vous intéresse, vous pouvez aller dans ma bio, tout est décrit, tous les sujets qu'on aborde. Demain matin à 10h30, j'ai un sujet particulier sur se libérer des relations toxiques et les pervers narcissiques, parce que nous sommes la nourriture préférée des pervers narcissiques, nous les hypersensibles, surtout les hyperempathiques. Et on a aussi une conférence interactive que j'anime le vendredi à 16h30 ou à 17h, ça dépend, sur comment prendre la parole en public quand on est hypersensible. Trop bien. Et après, il y a d'autres sujets comme les mompreneurs, zèbres, voilà, comment faire quand on est maman, entrepreneur, ou papa et entrepreneur et hypersensible. Il y a des sujets sur l'hypersensibilité libre. Voilà, on a plusieurs sujets. Alors, est-ce que tu penses que il y a de plus en plus d'hypersensibles? À quoi est-ce que tu penses que c'est dû? Ou est-ce que c'était déjà là avant, mais on n'arrivait pas à le définir, on n'arrivait pas à savoir ce que c'était? Alors, bon, moi, j'ai ma théorie là-dessus, j'ai pas la vérité. Oui, Je vais apporter ma vision. Je crois, oui, qu'il y a plus d'hypersensibles qu'avant. ok. Est-ce que c'est parce que ceux d'avant se coupaient de leurs émotions parce qu'ils vivaient des choses trop dures? Peut-être. Mais ma théorie, c'est que c'est pas la seule raison pour laquelle on décèle beaucoup plus d'hypersensibles aujourd'hui. Moi, j'ai une théorie épigénétique, c'est-à-dire que l'être humain s'adapte aux besoins de l'époque et, euh, et les besoins de l'époque, ça va être d'être plus rassemblés, les êtres humains, plus se rallier et d'arrêter cette compétition nocive. Et les hypersensibles ressentant les autres, surtout les hyperempathiques, ils ont une plus grande capacité à fédérer que ceux qui ne le sont pas. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a besoin de sauver la planète, malgré tout. Moi, je vois, j'ai 2 enfants hypersensibles. Ils sont à un niveau au-dessus du mien.
C'est-à-dire que j'ai partagé une vidéo de mon fils de 5 ans sur Instagram l'autre jour, alors que normalement je l'aimais pas sur les réseaux. On voyait pas trop sa tête, mais c'était trop représentatif. Il ne voulait pas monter dans la voiture parce qu'il y avait quelques fleurs entre lui et la voiture. Et donc, il voulait pas marcher dessus. Il y avait un parterre de marguerites. Euh, et du coup, il me disait, mais non, je vais écraser les fleurs. Je ne peux pas aller dans la voiture. Et donc, il est passé comme ça pendant 1 heure pour ne pas écraser les fleurs. Donc, je crois que cette hypersensibilité, aujourd'hui, la planète en a besoin. Donc, les gens sont plus hypersensibles. Après, bien sûr, on a une éducation qui le permet plus. Avant, je pense que les enfants dont les parents avaient fait la guerre, t'es pas là pour chialer, et t'es là pour tracer droit. Forcément, c'est une éducation qui faisait que certains hypersensibles, ce qui est le cas de mon père, alors je sais pas s'il écoute, mais se sont rendus très durs. Il y a des hypersensibles qui ont une apparence très dure parce que ils ont coupé quelque chose en eux pour pouvoir survivre dans une famille qui ne permettait pas cette hypersensibilité. Mais il y a toujours des brèches. Moi, je sais que je sais que mon père est sensible et je l'ai vu à des moments dans la vie. Donc voilà. Alors ça, c'est super intéressant. J'ai l'impression que tu dis que les hypersensibles, ils ont tous une carapace, en fait, et qu'elle est plus ou moins épaisse en fonction. Du coup, c'est quoi à ton avis, c'est quoi la meilleure façon de parler à un hypersensible? Qu'est-ce que tu conseilles, toi, pour justement, pour les hypersensibles? Waouh, ça c'est une belle question. Ouais, Et ouais. on, et on a vu qu'il y avait déjà plusieurs formes d'hypersensibilité. Et en plus, l'hypersensibilité ça c'est important de le dire, c'est pas une maladie, c'est pas un trouble de la personnalité, c'est pas une pathologie, c'est pas reconnu par la médecine. Donc c'est véritablement un ensemble de caractéristiques qui nous caractérisent, qui vont être communes à tous les hypersensibles, mais qui vont se pluguer sur une personnalité existante et sur une histoire existante. Ouais. Donc tu vas avoir des hypersensibles qui vont, parce qu'ils ont eu une histoire particulière ou un traumatisme particulier, avoir une ultra hypersensibilité ou susceptibilité sur certains sujets, et ça, tu peux pas le savoir. Donc, globalement, pour parler aux hypersensibles, il faut de la délicatesse. Voilà. Il faut de la délicatesse. Il faut s'intéresser à eux. Parce que les hypersensibles se sentent souvent incompris. Il faut leur poser plein de questions. Et toi, comment marche pas? Et toi, est-ce que ça te va? Il faut leur proposer des choses, ne pas leur imposer. Il faut leur parler pas trop fort. Il faut pas leur gueuler dessus. euh, il faut ménager leur système nerveux. Pas en hypersensible, déjà tellement la pression. Si tu mets la pression à un hypersensible, c'est pas très productif. Donc, il va falloir, voilà, aller avec qui il est, faire avec qui il est, le considérer dans sa sensibilité et surtout ne pas le juger de trop fragile ou trop euh, émotif parce qu'en fait, il est super fort et il a un courage au-delà de la moyenne. Donc, ne le traitez pas non plus avec condescendance, surtout pas. Et du coup, est-ce là une autre question, est-ce que c'est un don? C'est une bonne question. Les non-hypersensibles vont trouver ça un peu présomptueux et prétentieux de dire que c'est un don. Moi, je le dis souvent, hein, c'est un super pouvoir, un don. Bon, c'est aussi très chiant parfois et ça a son lot de casserole. Oui, pour moi, c'est une aptitude. Tu vois, certains vont avoir une voix particulière et il faut qu'ils en fassent quelque chose, un haut potentiel vocal. Et s'ils ne deviennent pas chanteurs ou interprètes ou animateurs radio ou, euh, ou traducteurs, enfin pas traducteurs mais voix off, eh ben ils seront un peu passés à côté de ce don, tu vois. Donc c'est une aptitude qui qu'il faut révéler et qui sert à l'humanité et qui contribue à l'humanité. Pour moi, il faut de tout pour faire un monde. C'est pas mieux d'être hypersensible que de ne pas l'être. Il y a une étude qui a été faite sur les médecins et aux États-Unis, donc ça c'est une de mes mentors qui partage ça et qui dit les médecins qui sont empathiques et hypersensibles guérissent mieux ils vont guérir moins de gens dans une vie. Parce qu'un médecin qui est non empathique, il va pouvoir enchaîner les rendez-vous et en faire 50 dans la journée. Un hypersensible, hyper empathique ne peut pas. Moi, en coach, si j'ai 3 clients dans la journée, c'est énorme. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Mais oui, c'est un don.
dans le sens où il y a quelque chose à développer et qui va vraiment contribuer pour l'humanité. Donc, il faut le développer. Ouais, et puis je pense que le don aussi, c'est de savoir que tu es hypersensible ou que tu ne l'es pas, et du coup de plus savoir quelles sont les barrières qui ont été fixées un petit peu à la base, et comme ça, hein, c'est plus, plus facile de les dépasser ou de les déplacer ou de sauter par-dessus. En tout cas, ça permet de mieux savoir qui on est, j'ai l'impression, c'est ce que tu dis, de mieux se connaître, de mieux être en phase, et que du coup même si tu dois vendre, même si tu dois entreprendre, et ben du coup tu suis un peu ta destinée, tu sais, comme on peut dire dans les films, mais en fait c'est trouver son chemin et puis se dire bah voilà, ça c'est moi, et puis y aller quoi. On en a parlé un petit peu dans une autre interview Eureka sur qui êtes-vous quand vous n'avez plus peur. Et on se rendait compte que, bah, effectivement, quand on n'a plus de peur, bah, on peut faire ce qu'on veut et on peut devenir magicien de tout ce qu'on veut, et du coup mettre un coup de baguette magique, et voilà, c'est parti. Et je pense aussi que c'est ce que tu disais, il y a des gens qui sont hypersensibles à certains sujets ou certaines expériences. Alors parfois ça peut être une hypersensibilité négative et une hypersensibilité positive, il y a les deux qui existent. Ah, en fait, en tout cas, ce que je dis, c'est qu'il y a des sensibilités de, de qu'on peut avoir donc, ou d'expériences négatives qu'on a vécues. Et donc, parfois, ça va nous rendre intolérants à certaines situations. Alors, parfois, c'est pas trop gênant, mais parfois, ça peut l'être. Donc, c'est important d'aller creuser si ça vient d'un traumatisme ou si c'est simplement notre hypersensibilité. Et là, il faut faire avec. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis. Euh, Se connaître, ça va nous permettre de mieux utiliser qui on est à bon escient pour nous-mêmes et pour les autres. Et en fait, je vois beaucoup trop d'hypersensibles vouloir faire avec ce qu'ils ne sont pas, hein, se forcer à être dur, se forcer à être sans pitié ou sans peur justement ou sans vulnérabilité, alors qu'ils auraient tout intérêt à faire avec ce qu'ils sont vraiment et à en faire une force et à faire des métiers qui correspondent à ce qui leur convient. Je vois trop d'hypersensibles vouloir faire avec ce qu'ils ne sont pas et ne pas vouloir faire avec ce qu'ils sont. Cool. Bah écoute, il y a une autre question. Après, moi j'ai une autre petite question, et puis je crois qu'on va, hein, mais en tout cas, on est bavard, hein. C'est super Ouais. intéressant tout ce qu'on se dit. Est-ce que, oui, il y a quelqu'un qui dit, est-il possible de savoir si on a une hypersensibilité? Comment être reconnu hypersensible? Donc là, clairement, moi j'ai fait le test que tu m'as envoyé. Est-ce que il y a un, combien tu as de résultats de ce test? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment est-ce il était fait? Alors, aujourd'hui, il y a 390 personnes, je crois, qui l'ont fait. Alors, c'est la dernière fois que j'ai regardé, peut-être maintenant c'est un peu plus. Euh, Ce test, j'ai mis plusieurs années à le constituer. Donc, vous pouvez le trouver dans. Il est bio Instagram. Sinon, bah, je sais pas si tu partages mon mail. Les gens peuvent m'envoyer un mail avec en titre test pour que je le renvoie. Ça Je sais marche. pas à quel moment tu l'as fait, mais il évolue un peu au fur et à mesure. Là, il a 71 questions. Ok. Et en fait, il n'existe pas de test officiel, il n'existe pas de questionnaire médical. On l'a vu tout à l'heure, ça n'est pas une pathologie, ça n'est pas reconnu par la psychologie hein, Mhm. comme une entité, enfin comme on n'a pas de diagnostic en fait. Ça n'est pas diagnostiquer n'est pas le bon mot puisque ça n'existe pas en tant qu'entité psychologique. Donc moi, c'est un test que j'ai fait par la pratique, par l'accompagnement de plus de 500 personnes sur comprendre comment étaient les hypersensibles, comment ça fonctionne et essayer de voir quels sont ben, les différents domaines où ça se par lesquels ça se traduit. Et donc le test nous donne une vision assez claire de si on est hypersensible, hyper empathique, donc sur les aspects sensoriels et émotionnels dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça ne va pas tester les aspects intellectuels ou intuitifs, médiums, etc. C'est deux aspects des quatre de l'hypersensibilité que ça teste. Top. Bah ouais, moi j'ai fait le test aussi, du coup, j'avais eu une quarantaine de oui, je crois. Mais effectivement, ça te permet de voir que oui, t'es pas hypersensible sur toutes les situations, et que c'est pas. Et je pense que ça peut évoluer aussi en fonction des expériences que tu as forcément, et c'est ce que tu dis, quoi. Quand il y a quelque chose qui se passe peut-être mal, et ben du coup, tu peux développer une carapace plus forte à ce niveau-là. Ouais.
Exact. Si tu es coupé de certaines émotions, du coup, ça n'apparaît pas. C'est pour ça que c'est pas une science exacte. Le test, vraiment, il sert pour soi-même, pour sentir si ça résonne pour nous. Il n'est pas du tout fait pour mettre une étiquette. D'ailleurs, je ne reçois pas les résultats. C'est totalement anonyme. Si vous voulez me les envoyer, vous les envoyez, mais je ne les vois pas sinon. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre prénom sur le questionnaire. Et du coup, l'important, c'est vraiment d'aller voir qu'on n'est pas seul déjà, que on fait partie d'un groupe qui a un ensemble de caractéristiques communes et de trouver les clés pour, comme je le disais tout à l'heure, faire avec ça et ne pas vouloir faire avec ce qu'on n'est pas. Donc c'est vraiment un outil de développement personnel pour moi et de révélation de soi et c'est pas du tout un outil qui nous étiquette dans une case. Super. Bah écoute, merci beaucoup Sophie. Avant de se quitter, je voulais te poser deux petites questions. C'était tes projets, qu'est-ce que ça va donner? Bon là c'est un petit peu confinement, mais je pense que tu as plein de choses qui sont prévues. Tu vas nous dire ça tout de suite. Et puis après, si tu as quelques inspirations ou quelques partages à nous faire de tes séries, films, livres du moment, et bah écoute, c'est le moment. En tout cas, c'était vraiment top. Merci beaucoup. Génial. Ben, merci à toi. C'était ah ouais, on pourrait nous s'arrêter quand on est sur des sujets qui nous plaisent. Moi, mon actualité, bon, j'accompagne des cadres et dirigeants et des coachs depuis 11 ans. Donc ça, c'est mon job. Je suis executive coach. Et depuis quelques années, maintenant, j'accompagne les hypersensibles et notamment les leaders hypersensibles aussi, les cadres dirigeants hypersensibles. Donc soit en accompagnement individuel sur 1 an d'accompagnement, c'est un coaching global, soit sur un programme spécifique que j'ai créé à moitié en ligne en fait, sur lequel j'ai concaténé toutes mes meilleures expériences, pratiques, toutes les étapes que j'ai pu accomplir en 20 ans pour faire de mon hypersensibilité une véritable force, pour pouvoir aujourd'hui avoir 2 entreprises que je gère avec 3 enfants et ne pas me sentir surmenée, surchargée. Donc vraiment, je partage tout ça de manière très concentrée, succinct, dans un programme qui est sur 35 vidéos. Plus il y a de l'accompagnement individuel et de l'accompagnement de groupe pour permettre d'ancrer les choses, d'intégrer les choses. J'interviens toujours en coaching individuel parce que je trouve que c'est vraiment comme ça que les transformations et les révélations se font. Et là, c'est un programme plus court qui peut se faire en 3 mois, mais qu'on peut faire durer aussi sur une année. On choisit parce qu'on choisit quand est-ce que sont nos rendez-vous individuels et quand est-ce qu'on visionne les vidéos qu'on peut revoir plusieurs fois et auxquelles on a accès sur le long terme. Et ça, du coup, le lien, c'est où ça se trouve directement sur le site de ton entreprise Mes Sciences? Alors, le lien du programme, tu le trouves nulle part. D'accord. Bah écoute, ce que je vais faire, non, de toute façon, moi, c'est que après, Non, par contre, attends. je vais mettre. Oui, dis-moi. Par contre, si tu vas sur le lien, donc c'est qui est dans ma bio Instagram, Oui. donc c'est https://w, il faut bien mettre le https www.amesciences-academy.com/hypersensible au pluriel. Ok. Donc Voilà, j'ai si pas tu du tout ça. suivi. Je croyais que tu allais me parler de Instagram. Alors du coup, j'ai pas du tout noté. Parce que du coup, c'était bien. J'avais noté en dessous de toi @leader underscore hypersensible. Donc ça, sur le Instagram, ça va aller. Mais redis-moi, je note. HTTP, deux points. C'est https Ouais. deux points slash slash Ouais. Oui. www.amesciences-académie avec un Y. Ok, du 6, académie, oui, y.com .com / slash hypersensible au pluriel. sensible au pluriel. Ok, je crois que Et c'est ça. là, en fait, tu tombes sur le questionnaire, et là, derrière, je t'envoie les éléments en lien avec le programme. Ok, bah écoute, déjà, ouais, j'ai noté ça, et puis je noterai aussi le lien vers le test. Enfin, je sais plus, Et parce c'est le que. lien vers le test, en fait. Ah, C'est ça le c'est même le lien. lien. Ah bah d'accord, bah très bien, bah comme ça, voilà, pas besoin d'écrire le mail, et puis du coup, il y a tout au C'est même le point endroit. d'entrée. euh, c'est le point d'entrée pour avoir plus d'infos sur l'hypersensibilité, connaître les programmes que je peux faire, avoir accès à moi, converser avec moi. Donc, même si vous voulez pas faire le test, vous allez sur ce lien, vous rentrez votre adresse et ensuite, je vous envoie des mails avec plus d'infos. Top. Super, bah écoute, merci beaucoup. Et Voilà. puis du coup, bah écoute, il est 20h, mais effectivement, si t'as
des films ou certaines choses que tu as vues dernièrement qui t'ont transformé, révélé. Est-ce que tu as des choses que tu aimerais partager? Alors, avec ma vie trépidante d'entrepreneur et de maman, je regarde plus de films pratiquement. C'est très très rare. Et même les séries, je regarde pas beaucoup. Alors depuis Clubhouse, j'en regarde plus du tout parce que le petit temps que j'avais de séries en général, c'était plutôt distraction complète. Pour moi, les séries, genre la dernière que j'ai regardée, c'était 10%, tu vois, la dernière saison. Euh, je regarde plus. Je vais sur Clubhouse et je m'enrichis sur Clubhouse. En en revanche, lecture, moi, une lecture vraiment, si je peux conseiller un truc pour les hypersensibles, mais pour le moment, c'est en anglais. Alors, les premiers livres sont traduits en français, mais il est qu'en anglais, je crois. C'est une personne qui s'appelle Anita Morjani, qui est un peu mon mentor. J'ai été formée par elle euh, à Empath Empowerment. Donc, les hypersensibles, hyperempathiques, en anglais, c'est Empath, E-M-P-A-T-H. Mhm. Donc Anita Morjani, Moorjani. Elle a écrit 3 livres. Euh, c'est une sensible qui malheureusement n'a pas réussi à faire une force, qui en est morte. Et ensuite, elle en est revenue parce que, bon, elle a fait une expérience de mort imminente. Elle était morte cliniquement, mais elle est revenue. Et elle a tellement compris les choses d'une manière simple, facile à transmettre, qu'elle transmet des choses qui vont droit au cœur, alors que c'est vraiment d'une simplicité enfantine. Et elle fait des formations Empath Empowerment auxquelles j'ai eu l'honneur de participer il y a longtemps. Et donc, elle a écrit un livre qui s'appelle Dying to be Me. Après, elle a écrit un livre And What if This is Heaven? Donc, et si c'était ça le paradis? Et là, elle vient de sortir un dernier livre que j'ai reçu. J'ai pas encore lu. Tu vois, bah, je te le montre. Il est là. Ouais, vas-y, avec plaisir. Voilà. Alors, c'est à l'envers, mais c'est Sensitive is the new strong. Et alors, c'est drôle parce que j'ai interviewé aussi Maurice Barthélémy, le gars des Robins des Bois, donc humoriste qui est maintenant scénariste, réalisateur, auteur. Et lui, il a écrit un livre fort comme un hypersensible. Et elle sort la même semaine, Sensitive is the new strong. Donc, on sent bien qu'il y a un paradigme d'univers qui aide l'hypersensible à faire une force et qu'on peut vraiment voir ça comme une force. Voilà. Trop bien. Bah super. En plus, ouais, ça donne bien envie. Et ah oui, il y avait le nom aussi de Anita Morgiani, du coup. Parfait. Bah oui, puisque c'est son dernier ça, donc du coup, elle en a écrit pas mal. Dernier. Elle en écrit 3. C'est son troisième. D'accord. Moi, Ok. je l'ai connue il y a 11 ans parce que je suis allée à Maui, donc sur l'île de Hawaï, au large de San Francisco, là-bas. Et donc, elle a été connue par Wayne Dyer, pour ceux qui le connaissent. C'est lui qui l'a fait connaître, qui lui est aidé euh, et elle continue son chemin et vraiment, elle impacte de plus en plus de monde. Dac. Bah écoute, merci pour ce temps passé ensemble, toutes ces questions. En tout cas, c'était très sympa. Toutes les interviews Eureka, après, elles sont disponibles sur YouTube et puis aussi en podcast. Donc voilà, je mettrai ça et puis je t'enverrai ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous et puis je te souhaite une très bonne soirée. Et puis tous ceux qui veulent, bien sûr, peuvent aller sur le site pour avoir plus d'infos sur l'hypersensibilité. Merci Sophie. Merci à toi, Jérémy. J'ai beaucoup apprécié cette interview. Très fluide. On était dans le flow et j'ai beaucoup aimé. Merci. Je t'en prie, merci beaucoup. Au revoir. Même si le réseau n'est pas très fluide. Ouais, celui-là, il pêche toujours, mais bon, on a fait avec et puis on s'en est très bien. C'était très sympa. Merci beaucoup. À plus. Bye. Bye. Merci beaucoup. C'était vraiment super intéressant d'avoir Sophie Clerc. Du coup, vous pouvez la retrouver sur Clubhouse. Effectivement, je disais, c'est une app que j'aime beaucoup aussi. Et puis, on se retrouve demain. Merci pour toutes les questions. J'espère que ça vous a plu. Vous avez le lien du test si vous connaissez des gens qui ont besoin de savoir s'ils ont une hypersensibilité. En tout cas, on a vu qu'il y avait différents types d'hypersensibles. Et on voit que effectivement, Sophie est passionnée et que c'était vraiment très intéressant les échanges. En tout cas, on se retrouve demain à 19h. La mission Master d'AutoChess TFT, bon bah c'est bon, c'est validé. On est déjà passé Master. Il y a le chat qui vient faire coucou et qui vient faire
des conneries peut-être. En tout cas, c'est le moment de se quitter. Je vous souhaite une très bonne soirée. Salut, salut.